Salut les passionnés, grosse affaire, vous le savez puisque vous avez vu la vidéo précédente où je vous expliquais la chronologie de l'affaire du dossier Michel Platini contre Gianni Infantino, contre la FIFA et tout ce qui s'est passé. Son nom a été sali, vous le savez désormais. Et là, un peu grâce à vous, à votre force que vous nous envoyez sur les réseaux, les messages, les commentaires, les questions, je me retrouve aujourd'hui au cabinet de Maître El Haïté, son avocate. Bonsoir. Bonjour Thibaut. Ça va? Merci pour l'invitation. Ouais, merci, ça fait très plaisir. Je vous le dis, on est en fin de journée. C'était une longue journée. Il y a eu donc le dépôt de plainte, il y a eu un communiqué. Et on est avec mon confrère, salut Jérôme Gessel, journaliste indépendant, qui a écrit ce livre qui apparaît devant vous en 2019 au sujet de Michel. Donc tu le connais très bien. Voilà, je connais très bien Michel et je connais aussi très bien le dossier puisqu'on y revient assez longuement dans le livre. Moi je suis transparent, j'ai vu Michel 2 fois dans ma vie, une fois dans un vestiaire du Variété Club de France et une fois à table à son restaurant. Donc je le connais bien moins, donc je vais pouvoir poser des questions sur lui et à vous aussi Maître, comme ça on va pouvoir en savoir plus, parce que ce que je lis sur les réseaux, depuis même des mois maintenant, c'est pas glorieux. Il a piqué dans la caisse, c'est plus le Platini que j'ai connu moi sur les terrains, et la légende du foot. Non, exactement. Une petite anecdote, c'est vrai qu'aujourd'hui on associe Platini à l'argent, à la corruption, etc. Mais il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent, puisque à la fin de sa carrière, Bernard Tapie lui propose 2 milliards de centimes pour prolonger d'1 an son contrat. Et il refuse, alors qu'il aurait pu jouer 1 an de plus, c'était entre 87 et 88, et puis il dit non, je refuse. Donc c'est pas l'homme d'argent qu'on veut bien décrire à dessein dans les réseaux sociaux pour lui nuire, évidemment. Cette semaine, donc ça s'est emballé autour du nom de Michel Platini. Il y a eu plein de choses, mais justement, il y a eu ce communiqué plein après-midi, mardi, où on apprend, Maître, que Michel Platini clame son innocence, il se serait fait piéger, et vous avez donc en novembre, puisque j'avais récupéré et publié sur mes réseaux le récépissé de la plainte, vous avez déposé une plainte contre Gianni Infantino et l'ancien responsable du service juridique de la FIFA, c'est ça? Tout à fait. Que s'est-il passé? Oui, Qu'en est-il réellement? Une plainte a été déposée par Michel Platini, que je représente dans le cadre du dépôt de cette plainte le 17 novembre 2021, donc pour trafic d'influence actif contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, et monsieur Marco Villiers, qui était ancien directeur des services juridiques de la FIFA pour complicité de trafic d'influence. Trafic d'influence, clairement, ça signifie quoi pour le grand public, quoi? Ça veut dire quoi? Ça, c'est votre jargon juridique. Donc en fait, le trafic d'influence actif est le fait par quiconque de proposer sans droit à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, et là où c'est clair, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages à une personne pour qu'elle abuse. D'accord. Et j'expliquerai. Ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Donc fermez la parenthèse. Parce que là, on est dans l'affaire de 2015 où il y aurait eu... Alors c'est là où je vais vous expliquer le droit. Parce que la présidence de la FIFA à ce moment-là. Complètement. C'est-à-dire que vous avez Gianni Infantino qui vise et qui a pour ambition de devenir président de la FIFA. Alors vraisemblablement... Michel Platini aussi. Michel Platini aussi. Okay. Vous avez raison de déposer, plutôt de poser le décor. Donc Michel Platini aussi, et il s'avère que cette plainte dont vous parlez, qui a été déposée en novembre dernier, se base sur un rapport, et pas n'importe quel rapport, c'est-à-dire c'est pas des on-dit. C'est un rapport qui a été publié par l'autorité de surveillance du parquet suisse. D'accord. Et qui dit quoi? Ces réunions et ces rencontres secrètes ont eu lieu, donc des collusions entre une partie, et j'insiste, une partie du parquet suisse et la FIFA. Mais remontons un peu, avant qu'il soit président de la FIFA, en effet, il s'intéressait énormément à cette fonction à la suite de la démission de Sepp Blatter, donc le 8 juillet 2015, puisque Sepp Blatter était président de la FIFA. Et donc quand il a vu que Sepp Blatter démissionnait de cette fonction, eh bien les ambitions de
de Gianni Infantino commençait à naître concernant cette fonction. Et il s'est particulièrement intéressé à ce qui s'est passé, vous vous souvenez, à Zurich, puisqu'il y a une enquête qui a été menée par la justice américaine. Il y avait le FBI, il y avait tout ça. Il y a le FBI qui venait à Zurich pour enquêter sur le fait que peut-être qu'il y aurait eu corruption, tout le monde se sert, active ou passive, pour que ce soit le Qatar qui remporte la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. D'accord. Voilà, enfin, elle remporte au niveau de l'organisation de la Coupe du Monde. Et donc, vous avez un rapport Garcia, d'ailleurs, qui innocente, qui est issu de cette enquête américaine, de la justice américaine, qui innocente Michel Platini. On ne découvre rien, et je regrette sincèrement que ce rapport Garcia, on n'en parle pas assez. Donc, vous nous donnez l'occasion d'en parler, mais à aucun moment Michel Platini est mis en cause sur une escroquerie, une corruption, ou je ne sais quoi. Il y a eu un coup de filet, mais il n'est pas dans le filet. Mais pas du tout. Concernant l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, à aucun moment ce rapport Garcia, et vous connaissez la justice américaine, à aucun moment Michel Platini n'est cité. Alors je reviens sur la plainte. Ouais. La plainte, en fait, elle se base sur ce rapport du parquet suisse qui cible des contacts entre Gianni Infantino, à l'époque secrétaire général de l'UEFA, et une partie du parquet suisse, et notamment M. Rinaldo Arnold, qui n'est pas n'importe qui à l'époque était premier procureur du Haut-Valais et qui est un de ses amis d'enfance. Et donc vous avez des rencontres comme ça, juste après la démission de Sepp Blatter, des rencontres entre Gianni Infantino et monsieur Rinaldo Arnold, qui est premier procureur du Haut-Valais. C'est ce monsieur qui sera invité ensuite à la Coupe du Monde 2018, d'ailleurs. Complètement. Qui sera invité. On fait le lien également. Il a été voir un petit match, ça se refuse pas. Et donc, le parquet suisse essaye de comprendre, est-ce que ces rencontres ont permis à Gianni Infantino, c'est pour ça qu'on parle de trafic d'influence, d'obtenir des informations confidentielles et faire entrave à l'action pénale en activant tous ces réseaux pour évincer Michel Platini dans une candidature à la présidence de la FIFA, et en essayant aussi de savoir si l'enquête américaine cible à un moment ou un autre Michel Platini. Ah, lui, il aurait cherché à le savoir. Il aurait cherché à le savoir, et c'est pas moi qui le dis. C'est une série Netflix. Ah, mais c'est une série Netflix, comme on les aime bien, mais on voudrait pas être à la place des personnes qui sont... à la place de Michel Platini, en fait. Complètement. Clairement, on voudrait pas être à sa place. Et donc, vous avez ces rencontres assez suspectes entre les deux protagonistes que je viens de vous citer, et qui titillent un peu le parquet suisse, mais une partie du parquet suisse. Vous avez ensuite, pourquoi je parle aussi de Gianni Infantino à l'époque où il était président de la FIFA, c'est que ça ne s'est pas arrêté une fois que Gianni Infantino était nommé président, enfin élu plutôt président à la tête de la FIFA. Non, ça a continué. Vous avez eu des rencontres non consignées entre mars 2016 et 2017, entre le numéro 1 de la FIFA, Gianni Infantino. C'est pour ça que juste avant je vous disais que c'est un peu complexe, mais c'était Gianni Infantino qui s'intéressait à l'enquête américaine, mais qui n'était pas encore président de la FIFA, mais pour savoir si on ciblait ces deux potentiels concurrents, monsieur Blatter, s'il était possible pour lui de se représenter, mais là c'était très compliqué, et Michel Platini. Il y a ce tome 1 et il y a le tome 2, Gianni Infantino, président de la FIFA, qui continue à s'intéresser à Michel Platini et à son devenir. Est-ce qu'il peut, je parle au conditionnel, parce que c'est l'enquête qui dira ça. Donc ils sont rivaux pour un poste de président de la FIFA. Et c'est empêcher un retour de Michel Platini. Donc il y aurait, je parle au conditionnel, et c'est les enquêtes vraiment du parquet et de la police qui pourront nous dire ça. En recontextualisant un petit peu à l'époque, juillet 2015, Gianni Infantino se retrouve sur une voie de garage professionnelle. Pourquoi ? Parce que
Il sait qu'il ne sera pas de nouveau secrétaire général de l'UEFA. Il se rêve, pourquoi pas, président de l'UEFA, mais il sait qu'il n'aura pas du tout l'appui des pays européens. Donc l'Europe ne le veut plus. Et il lui reste un seul poste potentiel pour lui, c'est le poste de président de la FIFA. C'est pour ça que, en fait, ce qu'il va faire, c'est quand même très machiavélique et il va commencer très tôt à mettre son plan en action, mais vraiment en sous-marin. Parce qu'il faut écarter en fait les adversaires un par un. C'est un jeu politique. Et à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde veut la peau de Michel Platini, pas uniquement Gianni Infantino, mais comme tout le monde veut sa peau, il y a une espèce de fenêtre de tir qui s'ouvre et qui fait naître des vocations, parce que président de la FIFA, c'est assez sympa, c'est assez bien payé. Vous êtes l'égal d'un chef d'État dans le monde. Exactement. Et à l'époque, il y a même le patron de la commission de surveillance de la FIFA qui lorgne aussi sur le poste. Donc il y a plein de... Donc Michel est la cible à abattre. C'est l'homme à abattre, clairement. Okay. Tout le monde sait déjà qui va nommer comme secrétaire général, donc il n'a pas pu laisser un petit peu mariner peut-être les prétendants. Parce que... Toi qui le connais, ça veut dire qu'en fait il n'est pas assez fin politicien. Puisqu'il aurait dû peut-être... Là, je dis, en fait, il aurait mieux fait de laisser les crabes se manger entre eux et de ne pas donner tout de suite le nom du secrétaire général. Il l'a donné très tôt. Qui s'appelle Verli. Voilà, il l'a annoncé, à mon avis, un peu trop tôt, parce que voilà, dès lors que... Il avait son équipe, il voulait la présenter en fait. Voilà, exactement. Et... Donc, voilà, ça c'était c'est sur le contexte. Une petite erreur politique, mais ça traduit aussi la personnalité de Michel, qui est quelqu'un d'entier, de spontané, et qui n'a pas, enfin voilà, qui dit les choses franchement, et c'est peut-être parfois ce qui peut manquer au niveau politique. Justement, juste par rapport à ça, pour revenir sur sa psychologie, on n'a jamais vu d'anciens joueurs de football devenir président de la FIFA, gérer les instances. Ça n'est jamais arrivé. Est-ce que ça, selon toi, selon vous, Maître, ça aussi, ça peut déranger? Ça peut donc créer des problèmes dans les hautes instances? Et est-ce que, du coup, du fait qu'il vienne du milieu du foot, il lui manque une certaine roublardise d'homme politique? C'est une très bonne question. D'abord, il faut savoir que Blatter parlait de Platini avec beaucoup de condescendance. Il l'appelait, par exemple, le numéro 10. En fait, il faisait pas partie. C'était le joueur... très grand joueur, mais pour Blatter c'était plutôt une caution sportive. Voilà. Classique. Et on l'a jamais vraiment accepté. Il a dû quand même percer des plafonds de verre pour qu'on l'accepte dirigeant. Il a été dirigeant pendant plusieurs années à l'UEFA. Il a fait un travail remarquable. Et le problème aussi, c'est que Michel Platini, en tant qu'ancien joueur, il pensait davantage aux joueurs, au jeu, qu'à l'argent. Et en fait, mettre Michel Platini à la tête de la FIFA, je pense que certains ont eu peur de ne pas avoir leur part du gâteau. Ou, voilà. Alors c'est vrai qu'il avait une vision aussi assez iconoclaste du football, mais c'était toujours pour lui, sa vie c'est le football quand même, depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il sait marcher, il marche avec un ballon, etc. Et il aime le jeu, il aime le foot. Et peut-être trop, parce que vous savez, les dirigeants qui nous dirigent aujourd'hui au niveau du football, ils savent pas jouer au football, ils n'ont jamais joué au football, ils connaissent à peine les règles, ils ne regardent pas à la télé. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'être en tribune officielle et puis de manger des toasts et de boire du champagne. Et en parlant des règles, justement, Michel Platini, il y a moins de 2 ans, avait voulu porter auprès de l'UNESCO le football en tant que bien immatériel. Voilà, de la culture, et pour éviter que les règles changent tous les 3 ans et que le foot soit une institution. Quoi, et aujourd'hui, on le voit très bien d'ailleurs avec la multiplication des changements de règles, de règlements, avec la multiplication du nombre de compétitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur de football fait en moyenne 70 matchs parfois par an, et ça use. Et en fait, bon, ils sont bien payés, mais un joueur de foot, ils ne sont pas tous non plus ultra bien payés. Bon, ils ne sont pas à plaindre, mais voilà, on utilise quand même la marchandise footballeur pour faire de l'argent au profit de dirigeants en costume gris. Ils ont une carrière courte et en effet, ils sont vite éreintés et on les use et on les change. Voilà. C'est un peu ce qui peut se passer. Voilà, on les rince, on les presse jusqu'au citron sans même penser à eux, ni même au jeu. Voilà.
Pour revenir juste sur le fond du dossier, l'innocence, le piège là, qui semble être tendu par Infantino de ce que vous nous racontez, il a la base de l'affaire, c'est qu'il a touché de l'argent pour un travail effectué des années avant auprès de Sepp Blatter. Et pour certains, c'est de l'argent qui va permettre d'attribuer, en fait, qui va lui donner un petit peu de force pour attribuer les Coupes du Monde à la Russie, au Qatar. Cet argent, il l'a déclaré, ce sont des arriérés de salaire. Ou est-ce que, comme certains disent bêtement sur les réseaux sociaux, et méchamment, j'ai envie de dire plus que bêtement, il a piqué dans la caisse? C'est la réalité là, de l'affaire. Il a piqué dans la caisse ou il n'a pas piqué dans la caisse? Non, il n'a pas piqué dans la caisse. Et d'ailleurs, excusez-moi, moi, la je manière de m'exprimer parce que... Moi, je vous parle franchement, moi aussi, je vous parle franche. franchement, soyons directs. Non, il n'a pas piqué dans la caisse. Et en plus, des preuves existent. Les preuves existent puisque vous avez des gens qui sont prêts à témoigner de cela. Puisque quand, à l'époque, en 1998, Sepp Blatter avait pour ambition de se présenter à la tête de la FIFA, en 98, il se rapproche de Michel Platini en lui disant... Voilà, est-ce que tu souhaiterais m'accompagner dans le cadre de cette campagne, me conseiller, etc. Donc Michel Platini accepte et Sepp Blatter lui dit d'ailleurs si je gagne, est-ce que tu accepterais de continuer avec moi, pareil en tant que conseiller et il dit oui, Sepp Blatter lui dit pour quel salaire, quel est le salaire qui te conviendrait? Ça c'est en 98. Hein. Et là Michel Platini je veux dire, au niveau salaire, il dit, je sais pas. C'est à l'ancienne, quoi. C'est à l'ancienne. Allez, 1 million, il rigole même. Il dit de dirhams, de pesos, de roubles. Il prend ça, mais vraiment, pas vraiment sérieux. Il n'en fait pas une affaire d'État. Voilà, il n'en fait pas une affaire d'État. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et donc Sepp Blatter lui dit, bon allez, 1,8 million de francs suisses et hop, top là, c'est comme ça. En Suisse, hop, top là. Ah ça existe en Suisse. C'est un accord un contrat oral est tout à fait acceptable en Suisse. Alors, et pour la petite histoire, pour la culture française, ça c'est... Dans l'approche justement Blatter-Platini, c'est que Blatter, qui est quand même d'une rouerie incroyable et très malin, qui est un fin politique, rien à voir, qui a fait mais qui est très malin, il propose d'abord à Platini de devenir président de la FIFA. Et Platini lui dit non, je peux pas là, mais Sepp, si toi tu veux devenir président, je suis prêt à t'aider et à te porter. Donc, mais Blatter connaissait déjà la réponse de Platini, mais comme voilà, il est fin politique, il a fait croire que Platini pouvait. C'était le choix de Platini. Voilà, voilà. Donc c'est assez marrant. Bon, ils ont eu des relations presque filiales. Hein. Ah oui. Oui, ça n'a pas toujours été la guerre, etc. Mais Platini admirait beaucoup Sepp Blatter, et d'ailleurs il le dit dans le livre, il dit que Sepp Blatter a fait beaucoup pour le football, ce qui est vrai. Après, il lui reproche de ne pas avoir su gérer l'arrivée massif de l'argent après, dans les années 90, avec l'explosion des droits télé. Mais pour Platini, Blatter a été un très bon président qui a permis un essor formidable du football. Donc si on regarde ça avec recul, il a fait un peu preuve de naïveté par rapport à ces gens-là qui ont les dents longues, qui sont des politiciens, politicards, j'ai envie de dire, et il s'est fait trahir au fil du temps. C'est une réalité. Oui, si on veut parler de trahison, je pense que Michel Platini, là-dessus, il a été bien verni par des trahisons, par des gens qui lui racontaient des choses, ou qui lui ont fait des promesses qui n'ont pas tenu. Non, là-dessus, Michel Platini, c'est un footballeur, c'est quelqu'un d'entier. C'est pas quelqu'un qui va chercher s'il a envie de vous dire merde, il vous dit merde en face, et voilà, il prend pas de détour, hein, c'est quelqu'un de cash et direct. Et c'est vrai que voilà, ça parce que maintenant il a quand même beaucoup progressé au niveau politique. Mais oui, au début il est rentré dans un monde qui est il est rentré dans un marigot, et puis il a pas mesuré un petit peu la voracité des crocodiles. Il y a quand même sur l'histoire là, quelque chose il faut tirer au clair, maître, c'est que Platini a été forcé de démissionner.
Donc il y avait une commission d'éthique au sein des instances qui a disparu depuis le mode de gouvernance de Gianni Infantino. À vous d'essayer c'est sûr, ils enquêtaient sur lui. Alors c'est sûr qu'il a coupé court à toute enquête. Hein. C'était mieux d'éliminer. Donc lui, Michel, a tout de suite, suite à ses prémices d'affaires, a été obligé de démissionner. Pourtant, il a été blanchi. On parlait du rapport Garcia, page 181, et c'était en 2018. Mais derrière, sur ses reliquats de salaire, il est à nouveau remis devant la justice. Mais qu'est-ce qui se passe mais tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On ne comprend pas trop. Il est blanchi, il n'est pas blanchi. C'est une bonne question. C'est-à-dire que vous avez le parquet suisse qui, en 2018, met hors de cause Michel Platini. Ok. Donc, un an après. Oui, voilà. Donc on lui a brisé sa carrière alors qu'il y avait tout s'arrête parce que, comme vous l'évoquiez, il s'agissait bien d'un salaire suite à un accord avec le président de la FIFA, Monsieur Blatter. Donc, d'ailleurs, vous le rappeliez, ce salaire a été déclaré. Aux impôts en 2011. Les charges sociales ont été payées sur ce salaire. Il y a un cabinet d'experts comptables, le cabinet KPMG, qui aussi a présenté les comptes avec ce reliquat de salaire devant une assemblée générale de la FIFA. Si je vole de l'argent, je ferai pas ça. Honnêtement, si vous voulez cacher quelque chose, vous ne déclarez pas aux impôts. Et, Alors, après, pour les gens, ils ne comprennent pas le reliquat de salaire, à quoi ça correspond. Parce que comme Platini demande 1 million, Blatter lui répond 1 million, ça va être compliqué parce que c'est plus que mon secrétaire général. Oui, il y a des grilles de salaire. Voilà, il y a des grilles de salaire. La fin des années 90. Voilà. Donc, et puis il lui dit, écoute, on fera un échelonnement, décalé dans le temps. Donc voilà, il ne pouvait pas prendre 1 million par an parce que c'était davantage que le secrétaire général. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a aussi... Pourquoi il a mis autant de temps, Jérôme, à être payé? Puisque là, on parle de la fin des années 90, début 2000, et il est payé en 2011. Alors, ça c'est aussi dans la personnalité de Michel Platini. Pas vraiment un homme d'argent, même s'il a fait quelques études de comptabilité, etc. Il n'est pas tous les matins en train de regarder... Il vit tranquillement. Voilà, il vit tranquillement. Et puis il faut savoir aussi qu'il avait des rapports quand même avec Sepp Blatter, et il n'allait pas lui demander tous les 4 matins paye-moi. C'est pas du tout dans sa personnalité à Platini. Donc, il y avait une relation de confiance. Et il y avait une relation de confiance, et je dirais même paternelle. Vous voyez, c'était comme si, presque demander à son père de... Enfin voilà, c'est un rapport assez complexe qui a fait que il lui demandait pas tous les 4 matins. Et puis vous savez, quand vous êtes Michel Platini, mais bon, il a gagné quand même beaucoup d'argent dans sa vie, et lui, il peut se permettre de pas demander justement son dû tout de suite. Parce que justement, j'ai regardé, il y avait de l'argent à l'UEFA, à la FIFA. Il y a Jérôme Champagne qui est parti avec 3,8 millions d'euros. Jérôme Valk, beaucoup d'argent. Même Marco Villiger avec apparemment 7 millions. 7 millions. Donc, alors, ces 7 millions-là, moi, j'aimerais bien savoir à quoi ça sert. C'est beaucoup 7 millions quand même. C'est peut-être le prix du silence ou de la complicité, je sais pas. Ouais. Mais donc, il y a de l'argent et bon, il a rien volé. Voilà, c'est ce que vous nous dites. Ah, mais je vous confirme, puisqu'on a des preuves. Et ce qui est regrettable, c'est que vous avez, côté justice suisse, le fait que vous avez des personnes qui souhaitent témoigner de cela, par rapport à la véracité concernant ce salaire. Non, c'est pas un paiement opaque, sulfureux. Non, il y a des personnes qui souhaitent attester de cela devant la justice suisse. Sauf qu'on refuse leur témoignage. Exactement. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'à l'époque, à l'UEFA, quand Platini rejoint Sepp Blatter après la Coupe du Monde 98, qu'il avait brillamment organisée, bénévolement en plus. Bénévolement. L'UEFA s'inquiète beaucoup que Platini rejoigne Blatter à la FIFA, parce que vous savez, entre l'UEFA et la FIFA, il y a une rivalité historique. Voilà. Et lors d'une réunion, d'une commission à l'UEFA, et ça il y a des preuves, on parle déjà d'un salaire de 1 million de francs suisses pour Michel Platini. D'accord. Donc
vous savez, le monde du foot, c'est un microcosme, tout Donc le ça monde se se connaît. savait, c'était pas... Ça se savait. Okay. Et ça a été même consigné dans une lettre, d'ailleurs, dont on a peu parlé malheureusement, mais qui a été diffusée dans le journal du dimanche, qui est signée par Agner, qui est à l'époque le secrétaire général de l'UEFA, où c'est marqué noir sur blanc que Michel Platini a demandé un salaire d'1 million de francs suisses. Ça, c'est marqué noir sur blanc. Il y a des gens à l'UEFA qui s'en souviennent, plusieurs personnes, et ça va être, à mon avis, une des pierres angulaires aussi de la défense de Michel Platini. Parce que là, donc, on parle de cette nouvelle plainte, c'est une contre-attaque, c'est en parallèle des accusations qui courent contre lui. Dans cette nouvelle plainte, vous avez parlé de rendez-vous secret, de rencontres secrètes. Oui, de rencontres secrètes. Il y a un cinquième homme, j'ai lu Olivier Tormann. Oui, Olivier Tormann également, qu'on cite dans la plainte pour dire, ce monsieur est actuellement président de la cour d'appel du tribunal pénal fédéral en Suisse. Ça veut dire qu'il est toujours en fonction. Tribunal pénal fédéral, qui, je le rappelle, va décider du jugement, du renvoi de Michel Platini en jugement ou non. Et lui, il était procureur qui a ouvert... lui, il était procureur et il aurait participé notamment à ces rendez-vous secrets non consignés entre mars 2016 et 2017. Lui, alors, il est cité... Et lui, il est toujours en responsabilité au sein du tribunal pénal fédéral. Et cerise sur le gâteau, Tormann est un très grand ami de Marco Villiger, contre qui Michel Platini a porté plainte. Vous voyez, c'est une histoire de dingue. Pour complicité de trafic d'influence. D'accord. Et ce Tormann, j'avais lu, lui disait ne pas être présent aux réunions. Oui. Mais il est cité notamment dans des mails de réunions où il y a bien son nom. Alors, et il explique que non, il avait des billets d'avion. C'est ça. C'est-à-dire que le 16 juin 2017, exactement, vous avez une rencontre, pareil, secrète, assez confidentielle, où vous avez 5 personnes qui se réunissent dans un hôtel, plus précisément... l'hôtel, je l'ai sous les yeux. Mais en tous les cas, c'est pas grave. On n'ira pas. On n'y va pas. Donc, mais bon, vous avez 5 personnes qui se réunissent au sein de cet hôtel pour parler procédure judiciaire. Mais voilà, pour parler. Mais toujours off, hein. Et toujours en off. Jamais consigné. D'accord. Jamais en effet. Préparatifs en tout cas. Jamais en effet consigné. On a les noms des 4 personnes, mais il nous manque la 5e personne. Et le parquet, c'est pas nous, hein, c'est le parquet se dit peut-être que ce serait Olivier Tormann, peut-être. Sauf qu'Olivier Tormann, qui a été sollicité pour savoir où il était ce fameux 16 juin 2017, qu'est-ce qu'il dit ? J'étais à Bruxelles. Preuve en est, regardez, j'ai des cartes d'embarquement. Mais vous savez qu'une carte d'embarquement, imprimée à l'avance. Hein. C'est-à-dire, vous n'avez pas, quand vous rentrez dans l'avion, vous présentez votre carte d'embarquement, eh bien, l'hôtesse, celle qui vous accueille avant d'embarquer, coupe le ticket, et puis là, vous avez la preuve que vous avez bien embarqué. C'est comme pour le train, quoi. C'est comme pour le train, en effet. C'est sur téléphone maintenant, normalement. Lui, 5 ans après, il a gardé le document. Il a gardé les documents pré-imprimés avant son embarquement. Et donc, il dit, regardez... Je collectionne pas mes cartes d'embarquement, mais vous... J'avais bien réservé. Mais on ne sait pas s'il était dans l'avion. Il dit, j'ai bien réservé. Ah oui, d'accord. Dans ce vol-là. En plus, on peut avoir les cartes d'embarquement. Et ce qui est super intéressant, c'est que en Suisse, on a nommé un procureur extraordinaire justement pour enquêter. C'était le procureur Keller en 2020. Et le procureur Keller était à 2 doigts de découvrir le poteau rose. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On le vire. Et alors, il a été récusé pour avoir réalisé des communiqués de presse sur le sujet. Oui. Ça existe ? Je sais pas, moi dans le milieu... C'était quand même une raison assez spécieuse. Je pense que s'il avait grillé un stop, on l'aurait aussi récusé. D'accord, parce que j'avais jamais vu ça, je me suis dit... Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est vraiment une histoire à tiroir. Mais voilà, cet homme-là qui était vraiment à 2 doigts, et qui est considéré en Suisse comme quelqu'un d'intègre et de minutieux dans ses enquêtes, il était à 2 doigts de découvrir qui était la 2e personne. Et à ce moment-là, dehors. Bon, on a fait un bon premier tour quand même de toute cette histoire. On pourra refaire même des vidéos ensemble. Juste, j'ai quand même une question pour vous. C'est aujourd'hui, société, on va dire, de victimes, les victimes doivent se défendre, doivent attaquer. C'est pour ça que Michel Platini aussi contre-attaque. Mais quand on est un peu trop passif,
parfois on passe pour coupable. Michel Platini n'est pas sur les réseaux sociaux, où beaucoup peuvent dire ce qu'ils veulent sur lui, etc. Vous qui le connaissez, ou vous qui travaillez avec lui sur ce dossier, il est comment, Michel Platini? Et aujourd'hui, il aimait bien les attaques placées, les coups francs sur le terrain. Là, c'est une contre-attaque qu'il faut mener. Il est comment? Après, il a une formule un peu marrante, parce que, mais qui est vraie pour moi. En même temps, il dit Twitter, c'est nous, nos toilettes de l'époque où on écrivait les numéros, les saloperies. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est vrai que c'est pas. Ça n'a pas de valeur spéciale, mais c'est pas son monde. Et puis pour lui, en plus, il a quand même une carapace, un joueur ça a été un joueur de très grand niveau, un dirigeant de très haut niveau. Sursollicité partout, oui, reconnu partout. Bon, moi, quand je le vois, je me dis, ce mec est indestructible. Il a vraiment une carapace, mais énorme. Et donc, mais ça glisse sur lui. Mais ouais, voilà, c'est vrai que nous, si ça m'arrivait d'avoir ce genre de truc, je pense que crier partout. Non, mais et lui, non, il est vraiment costaud. Il fait confiance donc à la justice. J'ai envie de vous dire. Moi, personnellement, je le connais bien sûr beaucoup moins bien que vous, mais j'ai senti un homme accablé. C'est-à-dire que Michel Platini fait confiance à la justice suisse, à la justice française, mais il y a trop de lenteur. Vous voyez, quand on sait que Gianni Infantino, qui a une enquête en cours contre lui, les faits quand même sont assez graves. À l'époque Platini, avec la commission d'éthique, il aurait dû être obligé de démissionner. Mais complètement. Et d'ailleurs, on l'a poussé à... Enfin, la présomption d'innocence n'a pas existé pour lui. Moi, dans le cadre de mes enquêtes, à l'époque, j'ai rencontré en 2015 un membre de la commission d'éthique qui m'a dit, de toute façon, avec la longueur des procédures, Platini est mort. Ah oui. Donc, ils avaient déjà calculé que ça ferait 10 ans. Je lui ai dit, mais combien ça va durer cette histoire ? Ça fera entre 7 et 10 ans. Vous voyez, on est dans cette temporalité-là. House of Cards. Et donc, et donc, il m'a dit, il est mort. Ah oui. Et il m'a dit texto, comme ça. Ah oui. C'est pas... Donc, quand on dit c'était l'homme à abattre, c'est vraiment l'homme à abattre, et on utilisait un vocabulaire de mafieux, justement pour qualifier tout ce qui allait se passer. Donc si je vous suis, oui, ils ont sali son image, ils ont jeté l'opprobre, et comme ça, ils s'en sont débarrassés du système. Voilà, ils l'ont tué. À un moment, en plus, malheureusement, où avec l'évolution du football, etc., on l'a mis 7 ans quand même sur le banc de touche. Lui qui n'a jamais pris en plus de carton rouge, on l'a mis 7 ans en dehors du football, à un moment qui pour moi est charnière pour le football, où il y a plein de choses à modifier, etc., plein d'idées à avoir. Et lui est l'homme idoine justement pour révolutionner le football, et on s'est passé de lui, et à la place on a pris des banquiers. Voilà. Et cette plainte... elle est là pour dénoncer aussi cette lenteur, c'est-à-dire au-delà des faits qui sont graves et qui touchent le président de la FIFA et monsieur Marco Villiger. Au-delà de ça, c'est une manière de se saisir aussi de la justice française qui, fondamentalement, le peut au regard du code pénal, pour enclencher aussi des commissions rogatoires internationales et auditionner et perquisitionner des personnes qui pourraient faire éclater la vérité. Parce que là, aujourd'hui, c'est une véritable injustice et il s'agit de rendre l'honneur d'un homme, il s'agit de dignité aussi humaine. Vous avez, quand je parle de Michel Platini comme un homme accablé, vous avez aussi une famille qui souffre de cette image salie, puisque comme vous le rappeliez très justement, Michel Platini a été un grand joueur international, il a fait la fierté de la France, et au-delà de ça, il a aussi occupé des fonctions dans le football international extrêmement importantes. Donc vous voyez le retentissement en termes d'image. Et donc il s'agit non pas de contre-attaquer, mais il compte vraiment pour que enfin, la vérité sur son affaire éclate. Et moi, je lui ai toujours prédit, et j'espère que ça se finira comme ça, mais je n'ai aucun doute, une espèce de destin à la Monte Cristo. Ok. Ouais. Bon, ben, je lui souhaite ça aussi. Juste, micro affaire sur l'image qui est salie.
Il y a eu quand même ces derniers jours des confrères qui ont décidé de penser que en recevant une lithographie de Picasso chez lui, vous l'avez peut-être vu, qui avait déjà été chez lui, estimée selon ce qu'on a trouvé sur internet à $8100, on pouvait s'acheter auprès une personnalité des instances l'attribution d'une Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Là, moi, ça m'a fait sourire parce que si en filant un tableau pour les vœux de bonne année en plus, je pense qu'il va falloir aller enquêter sur tous les grands de ce monde, de tous les pays, savoir ce qu'ils reçoivent tous les jours au service courrier. En termes de cadeaux. Et en termes de cadeaux, il faut savoir qu'il y en a tous les jours. Voilà, alors dites-nous juste cette lithographie de Picasso. Mais pour moi c'est risible. On a monté l'histoire en épingle. C'était les journalistes anglais qui avaient commencé en disant, ils parlaient pas de lithographie, ils disaient que c'était carrément le Picasso. Ouais, donc là, à 3-4 millions, 5 millions. Plus, davantage. Ils étaient allés chercher il y a eu plein de fables. Ils étaient allés chercher au musée de Saint-Pétersbourg le tableau Picasso, enfin vraiment des choses mais complètement là, un tableau de Picasso, ça vaut bien une attribution de Coupe du Monde. Voilà. Mais là, c'est une litho. Mais là, c'est une litho. Bon, oui, donc vous voyez, on mélange tout, on fait vraiment de la mousse avec rien. Et c'est vrai que lui n'avait pas envie de se justifier. Et c'est pour ça aussi qu'il n'a pas envie de se justifier pour tout, parce qu'il est au-delà de ça. Enfin, il ne va pas commencer à se dire non, mais c'est une litho à tel prix. Enfin bref, c'est tellement risible et ridicule. Et c'est vrai que à l'imaginaire collectif, en effet, on se dit Picasso. Puis après, quand on creuse, litho, 7 000 €, 6 000 €. Ok, ça, en fait, ça n'a pas de valeur. Non, mais après... Mais ça, après, pour rappeler aussi ceux qui vont nous dire, quand même, il a reçu un cadeau d'une bonne valeur, c'est une bonne valeur, c'est aussi la réalité des gens de ces hautes instances. Oui, ou même des mots du football. Beckham, il touche des millions d'euros du Qatar. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Zidane, il a touché 12,5 millions d'euros. 12,5 millions d'euros pour faire la promotion du Qatar. Personne n'en parle. Pourquoi? Parce que il y a des intouchables. Et puis il y a des journalistes français qui aiment aussi déboulonner les statuts de commandeurs parce que ils se font un petit nom, ils ont l'impression de s'en prendre à des puissants, etc. C'est incroyable, je trouve, la différence de traitement qu'il peut avoir entre les uns et les autres. C'est parfois incompréhensible. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Nous croyons tous en son innocence, vraiment, et j'espère que la justice permettra de enfin connaître la vérité. Mais au-delà de ça, pour revenir rapidement sur les lithos, il n'y a pas de hasard dans ce calendrier-là. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que vous avez un article, puisque c'est cet article dont vous parlez de Mediapart, eh bien, un peu avant, il y avait des bruits qui couraient selon lesquels Michel Platini pourrait revenir et être vraisemblablement peut-être président de la Fédération française de foot. Et comme par hasard, le lendemain, on a un article qui de nouveau l'accable. Moi, je ne crois pas vraiment au hasard du calendrier. On a en effet des influences qui essayent d'achever un homme avec des rumeurs. Et moi, je me permets de parler comme ça parce que nous disposons des preuves. Un avocat, quand il défend un client, c'est autour de preuves. C'est pas autour de buzz, autour de fausses informations, de fake news. Nous disposons de preuves qui permettent de dire que Michel Platini est innocent et que cette plainte pour trafic d'influence contre Gianni Infantino et pour complicité de trafic d'influence contre Marco Villiger, c'est fondé. D'accord. Et on espère que la justice fera preuve de moins de lenteur, et c'est le mot de la fin. Ok, parfait. La suite sera peut-être, j'essaierai de réunir à nouveau ces protagonistes si ça vous a plu, les amis, dans une prochaine vidéo, parce qu'il y a encore plein de choses à se raconter. Il y a Jérôme qui m'expliquait justement qu'il avait fait expertiser des documents qu'on retrouvait notamment sur un article d'enquête de Blast Info où soi-disant la famille Platini avait touché de l'argent du Qatar. Alors que ce sont des faux grossiers. Ce sont des faux donc grossiers qui ont été expertisés. Qui ont été expertisés. Et moi justement, en lisant l'article, je me disais bizarre.
ça a été expertisé, c'est faux, donc il faut vraiment, et je vous le dis souvent sur la chaîne et en live, méfiez-vous de ce que vous lisez, méfiez-vous des sources d'infos, méfiez-vous ne prenez rien pour argent comptant, en fait c'est très compliqué, je vous dis ça alors que parfois j'essaie de vous informer avec le plus d'honnêteté possible, mais méfiez-vous parce qu'aujourd'hui on est dans une société de l'info où il y en a trop, il y en a partout, et on est abreuvé, et on mélange tout, on se mélange les pinceaux, et donc voilà, avant de salir l'image de quelqu'un, ça aussi humainement je vais le dire, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez de certaines personnes. Et, ça peut être destructeur. Ça peut être très destructeur pour des gens, pour leur famille. Et donc moi je vais souhaiter à mon tour la force aussi pour la famille Platini. À vous de jouer, maître, puisque vous m'avez plutôt... Je ne suis pas la seule avocate, je tiens à le dire. Mais en tous les cas, je suis bien entourée par des confrères qui croient en son innocence. Et puis Jérôme, avec plaisir de se refaire une vidéo ensemble, une discussion sur tout ça. Ça peut vous passionner, ou même un live. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, de partager, de relayer sur vos réseaux, de nous mentionner bien sûr. Et on se retrouve très vite sur la chaîne et puis en direct sur les réseaux. Allez, à bientôt. Merci. Merci à vous.